À plusieurs reprises, elle surprit Léonel et son galant dans un de ses appartements, mais elle n'osait la gronder. L'aidant même à le cacher et à lui faciliter l'accès de sa maison, car elle craignait par-dessus tout qu'Anselme ne le vît. Malgré toutes ces précautions, ce fut Lothaire qui, un matin à l'aube, aperçut le jeune homme sortant de chez elle. Ne sachant pas qui il était, Lothaire le prit d'abord pour un fantôme, mais le voyant marcher en s'enveloppant dans sa cape et en dissimulant avec soin son visage, il comprit bien vite que son idée était absurde. Il lui en vint une autre, qui aurait causé la perte de tout le monde, si Camille n'avait pas tout arrangé. Il ne pensa pas un instant que cet homme était là pour Léonelle, dont il avait complètement oublié l'existence. Il crut simplement que Camille était aussi facile et légère avec un autre qu'elle l'avait été avec lui. Telle est en effet l'une des conséquences de l'infidélité de la mauvaise épouse. Elle perd l'estime de celui-là même qui l'a conquise à force d'ardentes prières, car il pense qu'elle se donnera encore plus facilement à d'autres, et il s'approche au moindre indice qui nourrit ses soupçons. Sans réfléchir, oubliant tous les sages discours qu'il avait pu tenir, il se précipita comme un fou chez Anselme, qui n'était pas encore levé et aveuglé par la rage et la jalousie qui lui dévoraient le cœur. Impatient de se venger de Camille, qui ne l'avait nullement offensé, il lui dit: Apprends, Anselme, que depuis plusieurs jours je me fais violence pour ne pas te dire une chose qu'il n'est plus possible ni raisonnable de te cacher. Sache donc que l'imprenable Camille s'est rendue, et qu'elle est disposée à se soumettre à tous mes désirs. Si j'ai tant tardé à te découvrir cette vérité, c'est parce que je voulais m'assurer que ce n'était pas un simple caprice de sa part, ou qu'elle ne feignait pas de se rendre pour m'éprouver, et pour faire si pour m'éprouver, pour savoir si les paroles d'amour que je lui disais, avec ta permission, étaient sérieuses. J'avais même pensé que si Camille était aussi honnête que nous l'avons cru tous les deux, elle t'aurait déjà parlé de mes poursuites. Mais voyant qu'elle tarde à le faire, il me paraît que je dois considérer sérieusement sa promesse de venir, à ta prochaine absence, me retrouver dans le cabinet où tu gardes tes objets précieux. C'est là, en effet, que Camille et l'auteur se retrouvaient. Cependant, je ne veux pas que tu prennes une vengeance précipitée, car il n'y a eu péché que par la pensée, et d'ici là, Camille a tout le temps de changer d'avis et de se repentir. Puisque jusqu'ici tu as presque toujours écouté mes conseils, tâche de suivre celui que je vais te donner, afin que, sans erreur possible et en pleine connaissance de cause, tu prennes le parti qui te semblera le meilleur. Fin de t'absenter pour 2 ou 3 jours, comme cela t'est arrivé souvent, et arrange-toi pour te glisser dans le cabinet dont je t'ai parlé. Tapisserie et meubles selon les cachettes toutes trouvées. Tu verras alors, de tes propres yeux, et moi des miens, qui est la vraie Camille. Si son intention est coupable, comme on doit le craindre et non l'espérer, tu pourras venger cet affront, aussi discrètement qu'il convient. Anselme était stupéfait de ce qu'il venait d'entendre. La confidence de son ami le surprenait, au moment où il s'y attendait le moins, car la victoire de Camille sur les attaques simulées de Lothaire lui paraissait désormais assurée, et il commençait à goûter les joies du triomphe. Il resta un long moment silencieux, les yeux fixés à terre. Enfin il répondit: Tu as agi, cher Lothaire, comme je l'attendais, de ton amitié. Je suivrai à tous tes conseils. Fais ce qui te semblera bon, et surtout garde le secret sur cette situation imprévue. Lothaire le lui promit et se retira. Mais dès qu'il l'eut quitté, il se repentit amèrement de tout ce qu'il venait de dire, considérant qu'il avait agi bien sottement, et qu'il aurait pu se venger lui-même de Camille, au lieu de choisir ce moyen si cruel et déshonorant pour elle.
Il maudissait son manque de jugement, se reprochait sa précipitation, et ne savait comment s'y prendre pour réparer le tort qu'il venait de lui causer, et du moins trouver à sa sottise une honorable issue. Pour finir, il résolut de tout révéler à Camille. Et, comme les occasions ne manquaient pas de la rencontrer, il s'arrangea le jour même pour être seul avec elle. Mais ce fut Camille qui parla en premier. « Cher Lothaire, lui dit-elle, laisse-moi te faire part d'un chagrin qui me serre le cœur si fort que je crains qu'il ne se brise dans ma poitrine. L'effronterie de ma suivante Léonelle n'a plus de borne. Chaque nuit, elle introduit ici son galant et le garde auprès d'elle jusqu'au petit matin. Juge quel danger pour ma réputation si l'on voit cet homme sortir de chez moi à cette heure indue. Et ce qui me contrarie le plus, c'est que je n'ose ni la punir, ni même la réprimander. Comme elle est la confidente de nos entrevues, je ne peux que fermer les yeux sur les siennes. Et je crains que cela n'amène quelque malheur. » L'auteur crut d'abord à un subterfuge de Camille, afin de le persuader que l'homme qu'il avait vu sortir venait pour Léonelle, et non pour sa maîtresse. Mais quand il la vit pleurer, se désoler et lui demander de l'aide, il comprit qu'elle disait la vérité. Il n'en fut que davantage confus et repentant. Il lui recommanda de ne pas s'affliger et lui promit de trouver un moyen de couper court à la conduite effrontée de sa suivante. Puis il avoua ce que, dans un furieux accès de jalousie, il avait révélé à Anselme, et aussi que celui-ci devait se cacher dans son cabinet pour avoir la preuve qu'elle lui était infidèle. Il lui demanda pardon de sa folie, la priant de l'aider à sortir de sa labyrinth, où son imprudence l'avait engagé. Camille était stupéfaite de l'aveu de Lothaire. Elle lui fit les reproches les plus vifs et les plus justifiés sur la mauvaise opinion qu'il avait d'elle, et sur le parti stupide et dangereux qu'il avait pris. Mais comme la femme est naturellement plus prompte d'esprit que nous, dans le bien comme dans le mal, quoique moins apte à la réflexion, elle trouva sur le champ la solution à ce problème, en apparence insoluble. Elle dit à Lothaire de s'arranger pour que Anselme se cachât dès le lendemain dans l'endroit convenu. Qu'elle comptait profiter de ce qui se passerait alors pour qu'à l'avenir leur amour puisse s'épanouir en toute tranquillité. Puis, sans lui découvrir son projet, elle lui recommanda, quand Anselme serait dans sa cachette, de se tenir prêt à venir dès que Léonelle irait la chercher, et de répondre alors à tout ce qu'elle pourrait lui dire, exactement comme si Anselme ne les écoutait pas. Lothaire voulut en savoir davantage, pour agir plus adroitement et sans commettre d'erreur. « Tu n'as rien d'autre à faire, lui répéta-t-elle. Que répondre aux questions que je te poserai ?» Elle ne lui dit rien de plus, de crainte qu'il ne refusât d'exécuter son stratagème, qu'elle trouvait excellent et qu'il n'en imagina lui-même d'autres moins heureux. Lothaire s'éloigna le lendemain. Anselme prit prétexte d'aller à la campagne voir son ami et sortit. Mais il revint aussitôt se cacher, ce qui lui fut aisé, car Camille et Léonelle lui avaient expressément facilité les choses. Anselme, dans sa cachette, aussi anxieux que pouvait l'être un homme qui veut voir de ses yeux disséquer les entrailles de son honneur, s'attendait à perdre le souverain qu'il plaçait en sa Camille adorée. Quand les deux femmes se furent assurées qu'il était à l'écoute, elles entrèrent dans le cabinet, et sans perdre un instant, Camille poussa un profond soupir, s'écria. « Hélas, ma bonne Léonelle, peut-être vaut-il mieux qu'avant de mettre en œuvre ce que je ne veux pas te confier, de peur que tu t'y opposes, tu prennes le poignard d'Anselme que je t'ai demandé d'apporter, et que tu me le plonges dans ce cœur infâme. Mais non, il ne serait pas juste que je sois châtié à la place du coupable. Je veux auparavant savoir ce que le regard téméraire et licencieux de Lothaire a pu voir en moi, qui lui ait donné la hardiesse de me découvrir sa coupable passion.
au prix de mon honneur et au mépris de l'amitié qu'il porte à mon époux. Ouvre cette fenêtre, Léonel, et appelle-le. Je suis sûr qu'il est dans la rue, où il attend de satisfaire son odieux dessein. Mais d'abord, j'aurai satisfait le mien, aussi cruel qu'honorable. Hélas, madame, répondit comme convenu l'habile suivante, que voulez-vous faire de ce poignard? Vous frapper? Ôtez-le à l'auteur? Quelles que soient vos attention, quelles que soient vos intentions, votre honneur et votre réputation en seront ternis. Réprimez votre juste colère et ne laissez pas entrer ce méchant homme dans cette maison, où il nous trouverait seuls. Nous ne sommes que de faibles femmes. Lui, c'est un homme déterminé qui vient, aveuglé par la passion, satisfaire son coupable désir. Peut-être n'aurez-vous pas accompli votre projet que lui, déjà, aurait fait pire que vous ôter la vie. Maudit soit votre époux, qui ouvre grand sa porte à un débauché. Mais, madame, si vous le tuez, puisqu'elle semble être votre intention, que deviendra son cadavre? Ce qu'il deviendra, nous le laisserons là, afin qu'Anselme l'enterre, car il est juste qu'il trouve du plaisir à la peine qu'il aura pour ensevelir l'objet de son déshonneur. Allons, appelle-le. Tout retard que je prends dans ma légitime vengeance me paraît un outrage à la fidélité que je dois à mon époux. Anselme écoutait toute cette conversation, et chaque parole que Camille ajoutait à son trouble, quand il comprit qu'elle était décidée à tuer l'auteur. Il voulut sortir de sa cachette pour l'en empêcher, mais il fut retenu par le désir de voir où aboutirait une résolution aussi honorable que courageuse, et il décida de se montrer à temps pour éviter le pire. À ce moment, Camille fut prise d'une grande faiblesse et se laissa tomber sur un lit qu'il y avait là. Léonel se mit à pleurer amèrement. Hélas, disait-elle, aurais-je le malheur de voir mourir entre mes bras cette fleur de la chasteté, cet exemple achevé de vertu, ce modèle de sagesse? Toutes ces lamentations auraient fait croire qu'elle-même était la plus affligée et la plus fidèle des suivantes, et sa maîtresse, une nouvelle Pénélope, persécutée par ses amants. Camille ne tarda pas à revenir de son évanouissement et s'écria aussitôt. Mais qu'attends-tu, Léonel, pour appeler le plus loyal ami qu'ait jamais éclairé la lumière du soleil ou recouvert l'obscurité de la nuit? Allons, hâte-toi, cours, vole. Oh, à trop tarder, je crains de voir s'éteindre le feu de ma colère, et que ma juste vengeance s'arrête aux menaces et aux malédictions. J'y vais, madame, mais d'abord je veux que vous me remettiez ce poignard, de peur qu'en mon absence vous ne commettiez un acte qui désolerait à jamais ceux qui vous aiment. Rassure-toi, Léonel, bien que je puisse te paraître à la fois naïve et téméraire, en prenant ainsi la défense de mon honneur, je ne le suis pas autant que cette Lucrèce qui, dit-on, se donna la mort, sans être fautive et sans avoir au préalable tué l'auteur de son infortune. Moi, si je meurs, ce sera seulement après m'être vengé de celui qui m'oblige à venir ici déplorer des hardiesses dont je suis si peu coupable. Léonel se fit encore prier avant d'aller chercher l'auteur, et sortit enfin en attendant son retour. Camille finit de se parler à elle-même. Mon Dieu, disait-elle, peut-être aurais-je dû congédier l'auteur, comme tant d'autres fois, au lieu de lui donner aujourd'hui l'occasion d'apparaître à ses yeux comme une femme impudique et légère pendant le temps que je mettrais à le désabuser. Oui, j'aurais dû, mais je ne serais pas vengé, ni l'honneur de mon mari satisfait, si l'infâme ne subissait pas les conséquences de son coupable dessein. Que le traître paie de sa vie l'audace de m'avoir choisi pour objet de sa concupiscence. Que le monde entier apprenne,
s'il doit le savoir un jour, que non seulement Camille a su rester fidèle à son époux, mais qu'elle l'a vengé de celui qui avait osé le trajet. Cependant, ne vaudrait-il pas mieux tout révéler à Anselme? Dans la lettre que je lui ai écrite à la campagne, je lui ai donné à entendre ce qui se passait. Et s'il n'a rien fait pour remédier au tort qu'on lui portait, c'est sans doute par excès de confiance et de bonté. Il n'a pu ni voulu admettre que le cœur d'un ami aussi fidèle abritât des sentiments tournés contre son honneur. Moi-même, je l'ai pensé longtemps et je le pensais encore, et le penserai encore, si cet insolent avait ces riches présents, ces promesses importunes, ces larmes continuelles ne m'avaient persuadé du contraire. Mais à quoi bon tant de discours? Dois-je justifier une résolution courageuse? Non, certes. À bas les traîtres, à moi la vengeance. Qu'il entre, le perfide, qu'il approche et qu'il meure, et advienne que pourra. Pur, je me suis abandonné à celui que le ciel m'a donné pour époux. Pur, je le quitterai. Dussé-je baigner dans mon chaste sang, et dans le sang vil du plus faux ami qu'il y ait jamais eu en ce monde. Tout en parlant, Camille allait et venait dans la pièce, le poignard dans la main, à pas brusques et précipités, et avec des gestes si étranges qu'on aurait pu croire qu'elle avait perdu l'esprit, et qu'on avait devant les yeux non pas une femme délicate et raffinée, mais un rustre au désespoir.